Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est votre plateforme de débat dominical sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté, des duels ou des duos pour décrypter les faits majeurs de la semaine. Au menu ce soir, la paix au Petit Trot dans le nord-ouest et le sud-ouest cette semaine, excédée par des exactions des sécessionnistes des populations de Balikumbat et de Bamessing dans le Gok et Tunja, région du nord-ouest, ont dit leur ras-le-bol et neutralisé des insurgés. Cette révolte, en pleine semaine de la rentrée scolaire du second semestre, couplée aux mesures d'apaisement prises par le chef de l'État, semble augurer d'une décrispation progressive mais certaine du climat dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos invités en dessinent les contours dans quelques instants. Port autonome de Douala et voici la régie du terminal à conteneurs. La RTC est entrée en fonction le 31 décembre pour succéder à la Douala International Terminal dont la concession est arrivée à échéance après 15 ans d'exploitation. Au-delà des batailles judiciaires qui entourent cette succession de DIT, Scène de Presse évalue les premiers jours d'activité de la régie du terminal à conteneurs. Des sources parlent de 1200 conteneurs EVP manipulés par jour. Mais la RTC vogue-t-elle sur des eaux tranquilles? Pour combien de temps? Scène de Presse ouvre le débat. Mais avant, retrouvons Augustin Guizana dans la région du Nord-Ouest pour prendre le pouls de la situation dans cette région après la révolte des populations du Ngok et Tunja qui, dans un mouvement collectif, ont décidé de se libérer du joug des milices, mais également la déclaration de guerre du Front de Babungo aux insurgés. Augustin, bonsoir. Bonsoir Lucrèce Medoun Djemba, bienvenue à Bamenda. Alors, comment allez-vous, Augustin? Ça va pour le moment, tout comme la cité capitale régionale du Nord-Ouest qui vit un calme relatif depuis quelques semaines maintenant, Lucrèce. Alors, justement, cette dernière semaine, on note une révolte des populations contre les séparatistes dans le Ngok et Tunja, la Mezam et le Ndongamantoum. Comment comprendre, comment expliquer ce revirement? Ce revirement, Lucrèce Medoun Djemba, s'explique par un sentiment de lassitude et surtout d'exacerbation des populations qui, trompées, endoctrinées par les séparatistes, voyaient la sécession à leur porte. Malheureusement, 3 ans sont passés, ces populations constatent que rien n'avance et que par contre, elles tombent en ruine. Les atrocités des séparatistes sont incommensurables à leur égard. Incendie, kidnapping avec demande de rançon, imposition de villes mortes et bien d'autres. Et là, la population courageuse a donc défié la peur, de la terreur. À Balikumbat, vous l'avez signalé, les habitants sont sortis main nue pour déloger un camp de séparatistes et récupérer des objets volés par des séparatistes. À Bamessing, les populations ont appliqué la loi du talion œil pour œil, dent pour dent, pour neutraliser 2 séparatistes. Et nous l'avons appris hier, plusieurs écoles du Ndongamantoum ont réouvert leurs portes pour le 2e trimestre de l'année 2020, et ce, après que les populations aient réussi à chasser les sécessionnistes qui occupaient ces écoles. Ces populations, donc, vont davantage être motivées avec le don du président de la République en équipement pour les comités d'autodéfense. Alors, Augustin, sera le bol de votre point de vue, peut-il se généraliser dans la région du Nord-Ouest et partant dans la région du Sud-Ouest? Lucrèce Medoun Djemba, il faut espérer. 3 années, que de pertes, des morts. Il faut revenir à la vie normale et c'est le sentiment qui anime la plupart des habitants de la région du Nord-Ouest. Mais il faut rester vigilant. Lucrèce Medoun Djemba a bien observé l'idée de la sécession se dissipe peu à peu pour laisser place au grand banditisme et ce sera le moment opportun pour les uns de régler des comptes avec les autres. Mais je crois que les pouvoirs publics, notamment les forces de défense et de sécurité, doivent davantage être déployés dans les localités où les populations se soulèvent contre les exactions séparatistes. Cela renforcerait l'engagement de la population et rassurerait ces populations-là. N'oubliez pas que les semaines à venir, ce sera pour les élections.
et il y a des menaces qui sont entendues. Donc il faut que la sécurité soit au maximum pour que la population soit mise en confiance pour aller aux urnes et surtout, après les élections, que la vie normale revienne sur toute l'étendue de la région du Nord-Ouest. Merci Augustin Guizana, bon courage et surtout que Dieu vous protège. Merci Philippe Medunjamba. Bonne suite des scènes de presse. Merci beaucoup Augustin Guizana. Sur le plateau avec moi, Christiane Ga, qui est le directeur de publication, c'est bien cela, du quotidien de Guardian Post. Bonsoir. Good evening. Et vous êtes par ailleurs le président de l'association des directeurs de publication des journalistes de langue anglaise. Exactly. Alors, en face de vous, Albert Djembonde, qui est le chef service politique de la rédaction centrale de la CRTV Radio. Bonsoir et bienvenue. Thank you very much. Bonsoir. Christiane, je reviens à vous. Vous venez d'écouter cet entretien que nous avons eu avec Augustin Guizana, qui travaille dans la région du Nord-Ouest. Est-ce que vous avez le sentiment, ou pensez-vous que cette révolte populaire, ces révoltes des populations peuvent se généraliser et jusqu'où peuvent-elles aller ces populations? Oui, je pense que à mon niveau, c'était une très bonne action des populations parce que ça fait déjà plus de 3 ans. Les enfants ne partent pas à l'école, les activités sont pratiquement à terre. On voit comment les... Je ne veux pas parler de sécessionnistes parce qu'il y a maintenant les bandits qui sont entrés dans la crise. On parle de vol, de viol, de kidnapping, et sachant qu'avant ça, on a dénombré près de 3000 morts dans le cadre de cette Donc violence. Je pense que pour moi, c'est un espoir pour l'avenir, pour la paix qui peut normalement revenir dans les 2 régions, ça veut dire le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Si d'autres populations, ou bien des populations de d'autres villages, parce que moi, je viens de Dongamantou. Je pense que depuis 3 ans, surtout en Cambé, les populations, dès le premier jour, avaient déjà dit non à ces gens-là. Donc, si tous les villages, toutes les populations, non pas dans le Sud-Ouest, non pas juste dans le Nord-Ouest, dans les 2 régions, peuvent copier les bons exemples qu'on a vus à Balekumba et Bamissing. Je pense que les choses vont revenir à normal. Et je prends cette opportunité pour féliciter le chef traditionnel de Bamissing. De Bamissing. Je pense qu'il a quand même sorti en tant que chef traditionnel pour lancer un avisement aux ces gens qui sont en train de faire... Ça veut dire les gens, ils ont commencé à faire comprendre qu'ils luttaient pour les anglophones, mais ils ont tourné contre les anglophones. Les mêmes anglophones qui disent qu'ils étaient en train de lutter le gouvernement pour eux. Donc ils sont devenus les anglophones... Les ennemis des anglophones. Oui, ils sont devenus les anglophones sont les premières victimes. Alors Albert Djembonde, Christiane a parlé tout à l'heure de l'autorité traditionnelle. Et lorsque nous préparions cette émission, vous nous disiez que certains chefs traditionnels qui également à un moment, pour des raisons ou pour d'autres, avaient cru à cette philosophie séparatiste ou alors à cette thèse séparatiste ont aujourd'hui fait un revirement. Et c'est ce qui peut expliquer que les populations aient aujourd'hui le courage de se lever contre les séparatistes. Pour dire vrai, si nous devons retourner à la normale, l'un des indicateurs clés serait de voir tous les chefs traditionnels dans les chefferies. Ça sera un indicateur clair et net. Et le fait que pour la plupart, ils avaient quitté leur village, c'était un signe de l'escalade de violence. Parce que il faut comprendre, dans les 2 régions, surtout dans le Nord-Ouest, les chefs traditionnels sont des personnalités très, très respectées et respectables. Les voir presque victimes de leurs propres sujets donnait déjà des signes très très inquiétants. Et à mon avis, l'une des raisons était que
au début de cette crise, quand tout le monde pensait que c'était des revendications légitimes, certains auraient pu supporter ce mouvement-là. Et de plus en plus, un peu comme les populations eux-mêmes, quand ils ont constaté que c'était pas ça, et il y avait des tendances séparatistes cachées dans ces revendications-là, les gens ont commencé à comprendre que non, les gens sont en train de nous manipuler. Pour vous dire que la doctrine séparatiste n'est pas dans l'ADN des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et justement, parlant des chefs traditionnels, on a eu cette semaine le fond de Babungo qui est vraiment sorti pour demander aux séparatistes d'arrêter leurs exactions et qui a préparé ces populations à les affronter. Première chose, c'est que lui, il a vaincu la peur avec la bravure. En quittant Yaoundé où il était pendant plus de 2 ans pour dire mais ma place n'est pas ici, ma place c'est à Babongo. Et il a décidé d'aller au chevet de ces populations-là qui ont décidé eux-mêmes d'être première défense de leur autorité traditionnelle. Pour vous dire que les rapports qu'on a, c'est que les séparatistes voulaient même le kidnapper et c'est les villageois eux-mêmes qui ont dit non, un peu, c'est trop. Pour aussi vous dire que de plus en plus les populations ont constaté il y a des mesures de bonne foi qui sont en train d'être prises. On va y revenir. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas de concessions qu'on peut voir. Les enfants ne vont pas à l'école. L'industrie du Nord-Ouest tournait autour de l'éducation. Quand, pendant plus de 3 ans, vous dites que les gens ne doivent pas aller à l'école, c'est une façon de dire que non, le Nord-Ouest doit être ruiné. Quel sera le Nord-Ouest sans l'éducation? Alors, Christiane Ga, au-delà des révoltes des populations dont on a parlé, dont nous sommes en train de parler, comment se présente la situation aujourd'hui dans cette partie du pays, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, alors qu'on est pratiquement à 2 semaines du lancement de la campagne pour le compte du double scrutin du 9 février prochain? Avant de répondre à votre question, je voulais ajouter ceci. Je pense que l'affaire qu'on a vu, un chef traditionnel qui était à Yaoundé pendant 2 ans, 3 ans, je parle de fond de Babungo, oui, qui est rentré pour déclarer la guerre contre ces bandits, je veux dire. Pour moi, on doit aller au-delà. Parce qu'il y a des ministres qui viennent du Nord-Ouest et Sud-Ouest pendant 3 ans. Ils n'ont même pas rentré chez eux. Ils restent à Yaoundé. Il fait les rapports, il envoie à la présidence pour parler comment la paix est en train de devenir anormale. Je pense qu'on doit avoir... les ministres doivent aller dans les villages. Vous voulez dire que l'élite extérieure doit davantage s'impliquer? Ça veut dire, faire comme le fond de Babungo, parce que c'est là qui donne l'espoir aux populations. Parce que s'ils savent que, bon, on a un ministre, il va venir nous protéger, il va venir parler à tout le monde, on va comprendre. Je pense que le village, les populations peuvent maintenant avoir le courage pour faire ce qu'on a vu à Balikoumbat et à Bamessing. Alors revenons à cette question. Comment se présente donc la situation de manière globale dans ces régions-là à 2 semaines du lancement de la campagne? On parle d'une décrispation certaine. C'est le sentiment que vous avez également? Non, je pense que bon, la situation n'est pas à la même comme avant. Il y a la paix qui est en train de revenir dans les 2 régions, mais attention, tu sais, on ne connaît pas à quels les gens là viennent, tu sais qu'ils ont dans une guerre asymétrique. Donc ce n'est pas quelque chose que tu vas dire qu'aujourd'hui là, c'est bon, parce que dans un moment ou l'autre, il attend. Donc, mais ce qui est plus important pour moi, c'est que nos forces de sécurité doivent être vigilants. Il doit accompagner la population, ou bien la population doit accompagner
Les forces de défense et de sécurité. D'autant que dans l'élément qui nous a dans l'entretien avec Augustin Guizanaï il y a quelques instants, il parlait de la perspective proche de ces élections et justement les sécessionnistes semblent vouloir profiter de cette période-là pour mener d'autres exactions, pour peut-être dissuader les populations de se rendre aux urnes ou alors empêcher les candidats d'aller jusqu'au bout de leur projet. Oui, mais c'est leur objectif pour faire comprendre qu'ils ont le contrôle dans les deux régions. Mais est-ce que l'État va croiser le bras? Il ne pense pas. On ne doit pas laisser ces gens-là venir perturber la paix qu'ils sont en train de revenir dans les deux régions. Alors justement, parlant de ces manœuvres d'intimidation, Albert Njimbonde, vous pensez que les populations doivent absolument aller aux urnes pour commencer à donner corps à l'une des propositions, à certaines propositions du grand dialogue à travers les démembrements locaux, les élus locaux, tant pour moi? C'était donc la clé même des revendications. Qui décide pour ces populations-là? C'était ça. Les populations qui pensaient qu'il y avait les autorités administratives qui prenaient les décisions à la place même de certains élus. Par exemple, les maires d'arrondissement, les délégués du gouvernement qui avaient au-dessus d'eux les préfets. Aujourd'hui, le statut spécial nous donne l'occasion d'un retournement de situation qui donne la possibilité aux populations à travers les conseillers municipaux, à travers les assemblées régionaux, de participer plus directement à leur épanouissement. Et il faut préciser concernant ce statut spécial que en ce qui concerne toutes les autres régions, c'est à peu près 66 compétences qui ont été transférées, mais pour ce qui est des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est, c'est 69 compétences qui ont été transférées, pas des moindres. Exactement, et c'est ça qui fait donc de ces deux régions spécial pour dire que le moment est donc venu. On ne va pas tout le temps dire que c'est le pouvoir central qui bloque tout. Maintenant, même les compétences financières seront transférées de manière directe, sans passer par peut-être FECOM, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les élections législatives et municipales nous donnent l'occasion, donc, comme on dit en anglais, de mettre square pegs in square holes, c'est-à-dire les gens qui ont les compétences de pouvoir accomplir les aspirations de ces populations-là. Et c'est aux populations, c'est donc en ce moment qu'on dit que le pouvoir est entre les mains de ces populations. Donc, pour la plupart des revendications qui ont fait que certains ont décidé de prendre le maquis, qui ont fait que certains ont décidé de boycotter l'école, qui ont fait que certains ont donné les accords pour que tout le commerce qui a des vies mortes, ainsi de suite. Voilà donc la réponse. La réponse se retrouve aux élections qui nous donnent l'occasion d'élire les personnalités de notre choix qui vont donc travailler pour les attentes de ces populations-là. Donc, voilà une raison donc, qui, à mon avis, doit pousser toutes les élites, toutes les forces constructives de ces deux régions-là de convaincre les populations d'aller aux élections. Sinon, ceux qui vont aller aux élections vont décider pour d'autres. Donc, une participation massive est importante. Nga Christian parlait de ce moment qui pourrait être fragile, parce que les séparatistes, on a encore des postes de résistance ici, par là. Ils vont vouloir aller aux actions d'éclat pour dire que non, on n'est pas mort. Mais ça revient à cette collaboration entre les populations, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité qu'il faut activer. Il faut continuer ces mesures, les activités civilo-militaires qui donnent confiance aux populations de savoir que l'armée n'est pas là contre moi, c'est que... N'est pas contre elle. Contre elle, l'armée est là pour
pour la protection des populations et leurs biens, pour sauvegarder la souveraineté de notre pays. Et le président de la République, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, relevait justement que la sécurité sera renforcée dans ces régions-là pour que ces élections puissent se dérouler en toute sécurité. Mais comment les éditorialistes justifient la décrispation du climat dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Nous les écoutons dans la rubrique Édito. Chaque chose a son temps. Même si l'État ne s'implique pas, ça devait s'arrêter un jour. Même si la population ne s'implique pas, ça devait s'arrêter un jour. C'est une guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Je pense que les populations commencent à être lassées. Et puis il y a des personnes qui ont été endoctrinées et enrôlées dans des groupes armés qui commencent à battre en retraite, sentant que ce qu'on leur avait promis ne se concrétise pas. Il y avait comme une certaine complicité entre les populations et les sécessionnistes. Aujourd'hui, on semble observer quand même une adhésion des populations par rapport au combat qui est mené contre ces fauteurs de troubles. Donc, on peut aujourd'hui reconnaître que les populations ont compris qu'il fallait faire quelque chose pour barrer la route à ces partisans de la partition du Cameroun. Le gouvernement fait ce qu'il fallait faire. Le dialogue que le président Biya a appelé, c'était une bonne chose. Et tout le monde voit déjà ce que le dialogue fait. Après le dialogue, il y a le camp qui revient dans les grandes villes du nord-ouest et sud-ouest. J'espère que ça va arriver dans les villages, là où il y a encore un peu de violence. Il y a eu une annonce de statut spécial qui a un début de contenu. Il y a une mission d'explication dans les régions en crise, conduite par des hommes d'église. Je pense que ça a dû faire bouger les lignes d'une certaine façon. S'il y a une accalmie aujourd'hui, c'est que chaque acteur peut se reconnaître dans son rôle. Chaque acteur a pu apporter sa contribution, les autorités religieuses, les populations et les pouvoirs publics. Qu'on ne doit pas pavoiser, on ne doit pas se dire que tout est déjà joué, puisque des actes odieux, des atrocités continuent d'être commises de ce côté-là. Le gouvernement donc doit continuer à dialoguer en petit comité cette fois-là avec des leaders qui ont une influence sur la situation sur le terrain. La population ne veut plus de ce qui se passe. Au début, ils disaient qu'ils luttaient pour protéger l'intérêt de la population, mais maintenant c'est comme s'ils luttaient contre leur propre population. Et les gens en ont marre. Retour sur le plateau du débat, c'est sensiblement la même question que je vais vous poser. Christiane Galbert Djebonde, à qui ou à quoi doit-on la décrispation qu'on observe de plus en plus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, permettez-moi une seconde juste. Je voulais dire que pour qu'on avoir une participation massive à l'élection du 9 février, je pense que c'est très important que tous les élites, tous les ministres, tous les DG qui viennent de ces deux régions, les populations veulent les voir en campagne. On a vu dans la dernière élection de 2018 un premier ministre qui est resté à l'hôtel à Yaba. Il a fait son campagne. Il allait voter à Off-Station, là où il y a les armées. Il est rentré à Yaba. Il a fait son interview dans sa chambre de l'hôtel. Ça n'a pas donné encourager les populations d'aller voter. Donc on veut voir tous ces ministres-là, tous. Il faut dire que le Premier ministre John Gouté est descendu, lui, sur le terrain. Il n'a pas attendu juste le Premier ministre John Gouté, tous les ministres qui viennent du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Mais c'est un grand signe que le Premier ministre, lui, descende déjà sur le terrain. Oui, parce que là, ça va encourager les populations pour voter. Tout le monde doit aller sur le terrain. Bon, parlons de ce qui a fait revient à peu près ce qu'on peut dire, la paix, la situation anormale dans les deux régions. Je pense que le gouvernement avait déjà montré un bon foi, un volontiers pour dire que bon, on peut dialoguer par la dialogue national. Après ça, on a eu ce qu'on appelle en anglais special status. Dans le cadre du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Et à mon niveau, je vient de parler, si je pense que l'État a déjà donné beaucoup de pouvoir au maire pour développer
les régions, les communautés. Je pense que cela a quand même fait comprendre les populations que, bon, on peut croire au gouvernement. Alors, Albert Djembodé, derrière toute cette décrispation, on ne peut ne pas dire que le chef de l'État mène cette bataille-là muni d'une carotte et d'un bâton. D'abord, les mesures prises pour apaiser le climat social de manière générale au Cameroun. On a vu à la veille de la clôture, à quelques minutes de la clôture du grand dialogue national, cet acte présidentiel qui libérait 333 détenus liés à cette crise. Absolument. On a vu la libération de Maurice Kamto et d'autres. On a vu l'aide, une intensification, la distribution de l'aide d'urgence humanitaire qui n'est pas rien. On a vu ces statuts spéciaux. On n'a pas trop parlé de cette histoire des délégués du gouvernement qui deviennent des maires de la ville, parce élus par les conseils municipaux. Parce que mine de rien, ça a été une revendication. Beaucoup qui pensaient que les délégués du gouvernement nommés ne doivent pas être les boss des maires d'arrondissement qui sont élus. On ne peut ne pas citer le style Diongouté parce que derrière cette décision du Premier ministre d'aller retrouver les populations dans la rue, c'est un indicateur que les populations ont envie de voir les membres du gouvernement plus proches d'eux. Parce que, mine de rien, on a vu pendant pas mal de temps les membres du gouvernement qui prennent les décisions à Yaoundé, ils ne partent pas voir si ça a pris effet dans les arrondissements, dans les villages. Et à un moment, les villageois ont toujours... Ça, c'est un problème qui n'est pas seulement dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais vous savez, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont eu le indirect rule, c'est une culture de voir ceux qui les gouvernent venir plus proche d'eux. Voilà pourquoi ils se sentent plus concernés par rapport à ça. Quand vous voyez les ministres comme, je peux citer un nom, le ministre Atangandji, qui lui-même pas supervisé la distribution de l'aide d'urgence humanitaire. À travers ça, les populations viennent, ils peuvent vous dire directement les problèmes, parce que l'une des raisons de cette crise, c'est cette fracture entre les populations et les élites. On peut également citer, on n'en parle pas beaucoup, il y a également cette loi portant promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui prévoit que l'usage du français et de l'anglais soit appliqué de façon égale dans l'ensemble des institutions publiques. C'est également des mesures prises par le chef de l'État pour permettre de décrisper l'atmosphère. Mais je voudrais qu'on poursuive dans la même lancée pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette décrispation aille jusqu'au bout de votre point de vue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Non, mais je pense que on doit féliciter le chef de l'État, qui est vraiment un père de la nation, pour tout ce qu'il a fait. Mais je pense que pour que la situation revienne à normal, on doit libérer tout le monde qui sont en prison. Ça veut dire les aïeux, tous les gens on les a condamnés à vie. Parce qu'ils ont encore le pouvoir sur les gens qui sont en train de revendiquer. Le président doit aller au-delà pour, I think we should, what they call amnesty, general amnesty. Pour que les gens qui ont fui le pays peuvent y venir, pour que ensemble, on peut construire notre pays. Albert Djembodé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la libération de Ayouk et compagnie est de nature à décrisper davantage l'atmosphère? Est-ce qu'il a aujourd'hui, ses compagnons, lui, est-ce qu'ils ont encore la main mise sur les séparatistes? Puisque vous disiez vous-même sur ce plateau que en ce moment, c'est des bandits de grands chemins qui pilulent dans ces deux régions-là. Puisque c'était dans le rapport du cardinal et de l'évêque Andrew Kea, qui disait qu'il fallait qu'on libère tout le monde. Mais au-delà de là, il faut aussi comprendre que jusqu'en ce moment, beaucoup de ces leaders ne se reconnaissent pas camerounais. Ce qui pose un problème. Je pense que c'est là-bas que
ça blesse un peu, qui donne l'impression qu'il n'y a que l'État qui doit faire les concessions. Je pense que c'est une pilule amère qu'il faut gérer. Au-delà de là, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. Je pense que beaucoup de Camerounais, surtout dans les villages, n'ont pas encore compris jusqu'où le chef de l'État est allé dans cette code générale. Je pense que sur certains aspects... Il faut continuer à expliquer le statut spécial. Oui, on est parti au-delà des attentes des populations. Et je pense qu'il faut aller au-delà des deux langues officielles, parce que, mine de rien, là où il y a encore des postes de résistance, c'est un peu là où les gens ne sont pas assez scolarisés. Donc, il faut utiliser un peu les langues maternelles pour pouvoir expliquer. Et puis, il faut changer la méthode de sensibilisation, parce que lui, il est de Dongamantoum, dans le nord-ouest. Moi, je suis du département de Fako, dans le sud-ouest. Vous ne regardez pas le statut spécial de la même manière. Ce n'est pas de la même manière. Expliquez-nous cela. Je vais vous donner un exemple très net. Lui, il a un problème, le Ring Road, par exemple. Moi, j'ai, par exemple, l'influence des autorités administratives qui fait en sorte qu'on a pas mal de problèmes. Qu'est-ce qui explique qu'on n'a pas encore installé le Paramount Chief de Buea, qui est pourtant déjà connu de manière élective comme de manière traditionnelle. Le Paramount Chief de Victoria Okolit Limbe n'est pas encore officiellement reconnu par l'administration. Ça fait problème parce que, mine de rien, on a encore pas mal de petits soucis dans les problèmes de chefferie traditionnels. Pour certaines personnes, ce n'est rien. Mais dans des moments comme ça où il faut un leader... Alors, dans le sud-ouest, il faut bien, si je vous ai bien compris, dans le sud-ouest, il faut bien expliquer qu'avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il y a de plus en plus une main levée, non pas une main levée, c'est-à-dire un assouplissement des pouvoirs ou des prérogatives de l'autorité administrative. Et dans le nord-ouest, peut-être qu'il faut insister sur les pouvoirs qui sont accordés à la House of Chiefs et aux mairies d'arrondissement de faire plus qu'ils faisaient avant. Il y a d'autres petits problèmes en fonction des départements qu'il faut pouvoir mettre en exergue. Parce que si vous partez, mine de rien, ce code, c'est un document volumineux. C'est plus de 500 pages. Oui, si vous partez pour expliquer tout cela aux populations, articles. Ça sera difficile. Articles. Donc, il faut savoir en fonction des départements, des arrondissements, qu'est-ce qu'il faut présenter aux Christian populations. Ga, au-delà de cette libération que vous souhaitez, que faut-il faire d'autre pour que la situation revienne à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Que faut-il encore faire? Je vais encore parler de l'implication de notre élite, l'élite du nord-ouest et sud-ouest. Et surtout, il y a aussi les maires, les élus locaux. Il y a les maires, il y a les députés qui sont tous à Yaoundé. Ça veut dire que vous entendez... Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Oui, mais il faut rentrer chez vous pour donner l'espoir, pour savoir que nous, on peut tous ensemble combattre ces gens-ci. Donc, les ministres, les députés, les directeurs généraux, les maires qui sont fuis le nord-ouest et le sud-ouest pour rester à Yaoundé, ils doivent rentrer chez eux pour donner espoir à la population, pour qu'ensemble, ils peuvent combattre ces séjournistes. Et peut-être pour ajouter qu'il faut éviter le populisme. Pour la plupart des élites, chaque fois qu'on les voit, c'est qu'il y a les caméras autour d'eux. Ce qui fait problème. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller dans mon Bokwango natal, qui est dans l'arrondissement de Buea, avec des caméras pour que je puisse parler aux populations. Il faut une forte implication de ces élites-là. Il faut continuer à sensibiliser les gens pour qu'ils voient jusqu'où ce code est en train d'aller. Et puis, il faut revenir aux réalités. Parce que quand vous partez, par exemple, dans le département du Fako, presque tout devient à la normale. Si vous partez à Limbe, vous n'allez pas comprendre que vous êtes dans
le sud-ouest, parce que presque tout est en train de tourner au normal. En fait, tout ce qu'on a vécu en 3 ans, je pense que le gouverneur avait dit ça lors de l'ouverture du festival Arts and Culture Festac de Limbe, que les populations de Limbe ont démontré que ils ne sont pas manipulables. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les autorités locales se sont mis au travail. Quand vous partez à Limbe, vous n'allez pas croire, mais il y a pas mal de choses qu'on n'a pas attendu au pouvoir central de faire. Donc moi, je pense qu'il y a quand même des exemples. Dans tout ce désordre, dans toutes ces frustrations-là, il y a quand même des signes d'espoir. Et moi, chaque fois que je pars à Limbe, chaque fois que je pars à Boya, qui repose en paix, Lomé et Kema, chaque fois que je pars dans ces 2 villes-là, je pense que c'est parce qu'il y a eu des leaders. Parce qu'à un moment, les chefs traditionnels se sont laissés aller. Les autorités religieuses qui devaient être les leaders ont laissé qu'on les guide. Ils sont en train de revenir à la raison. Et je pense que pour moi, c'est cette leçon qu'il faut donner. Si vous pensez que vous êtes les élites et vous devez être derrière, ça veut dire que vous n'êtes pas élite. Donc. Alors, pour finir sur ce sujet, Albert Njembonde, Christian Nga, vous parliez tantôt de ces règlements de compte qu'il y a de plus en plus de ces bandits de grand chemin qui violent, qui pillent, qui kidnappent. C'est peut-être également l'occasion de saluer les actions menées par les forces de l'ordre et de défense dans ces régions-là. Il faut dire que le chef de l'État, la hiérarchie militaire, j'ai été à Bamenda lors de l'installation de Rémi à 5 et aussi à Douala, puisque le commandant de Rémi découvre la région du sud-ouest. On a eu le temps quand même de parler un peu avec ces populations-là qui en ont besoin de soutien, qui ont besoin de ce climat de confiance qu'ils peuvent donner du renseignement et en retour être protégés. Parce qu'on a eu, par exemple, ce séparatiste qui était venu lors de l'installation du préfet de Menchoum, qui a fait un témoignage et le lendemain a été tué. Et beaucoup de gens se sont demandé comment est-ce qu'on l'a laissé rentrer chez lui sans aucune protection, ainsi de suite. Donc il faut cette symbiose entre ce qu'on appelle l'armée et la nation, les populations et les forces de défense et de sécurité, pour qu'on puisse savoir qui est qui fait quoi, parce que c'est souvent important pour faire la différence entre qui est séparatiste même et qui est bandit de grand chemin. Christian Nga? Je pense que pour moi, d'ailleurs, je ne partage pas l'opinion que certains disent qu'on doit faire rentrer les forces de sécurité dans ces 2 régions. Parce que, vous voyez, ces gens, ces séparatistes, ils sont tournés contre les frères et sœurs anglophones. Ça veut dire que si la main n'était pas sur place, ça devait être plus pire. Donc, pour moi, je pense que les populations... Il faut renforcer la présence de l'armée dans ces régions-là. Oui, et les populations, pour moi, doivent collaborer avec l'armée. Merci. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Depuis le 31 décembre dernier, la régie du terminal à conteneurs RTC est entrée en service au port autonome de Douala, par lequel transitent 95% des échanges commerciaux du Cameroun et de certains pays de la sous-région ne disposant pas de façade maritime. Ces opérations se déroulent notamment pour le compte du Tchad et de la RCA et sont rendues possibles grâce aux accords de l'ACNUSET, et c'est le bureau de gestion du fret terrestre qui est chargé de mener ces opérations sur le terrain, notamment grâce à une clé de répartition connue. Alors, quelles sont les missions du BGFT? Nous le saurons en suivant ce zooming de Michel Renaud Owanja. En matière de transport de marchandises et de transit entre les pays de la sous-région Afrique centrale, le Cameroun est une véritable plaque tournante. Fort de ce potentiel, le bureau de gestion du fret terrestre a été mis sur pied
depuis 1991 avec, entre autres missions, de faciliter les opérations de transit dans les corridors conventionnels que sont Douala-Bangui, Douala-N'Djamena et les corridors non conventionnels. Si jamais il y a peut-être un petit couac entre le CAD et le transporteur, il nous informe, on essaie de concilier les deux pour trouver une espèce de terrain d'entente. Bon, il y a aussi le volet sécuritaire que nous appuyons. Le bureau central, situé au quartier Akwa, à Douala, et ses démembrements veillent pour cela aux quotas de fret, à la collecte des taxes et impôts afférents au transport pour le compte de l'État et les collectivités locales. Dès que je reçois le dossier et que j'ai déjà cette déclaration ici avec un numéro FDEC qui correspond avec le numéro de déclaration, je propose le véhicule, qu'on affrète la marchandise, pour que le transitaire puisse valider. La délivrance des documents obligatoires, tels la lettre de voiture, obéit à un traitement minutieux. C'est le cas ici dans les agences du BGFT du port de Douala. Le BGFT est même d'abord satisfait. Et puis la douane, parce qu'avant, BGFT avait quelques légers retards pour délivrer les lettres de voiture aux transporteurs. Mais depuis quelques temps, depuis que nous sommes arrivés ici, les choses vont très vite. La dématérialisation constitue aussi un atout dans la gestion des procédures. Il faudrait professionnaliser. Il faut que nous nous départissions de la posture d'amateurisme dans laquelle nous nous complaisions à une certaine époque, pour nous arrimer à la nouvelle donne qui consiste à nous professionnaliser. Et pour nous professionnaliser, il va falloir bien sûr que nous puissions rentabiliser nos investissements. Le checkpoint de Yassa est la dernière étape pour les vérifications. D'ailleurs, les chauffeurs et transporteurs saluent les facilités qu'offre le bureau de gestion du fret terrestre. Nous contrôlons les documents de facilitation. Si ce qu'on a déclaré sur la LVI est conforme, nous délivrons le sauf-conduit international, qui est également un document de facilitation qui permettra aux transporteurs d'acheminer sa marchandise jusqu'à destination. Je suis entré au port hier, aujourd'hui je suis sorti. Il n'y a pas de tracasserie comme avant. Maintenant je vois que le 2020, il y aura beaucoup de choses changées là-bas. Tout se passe bien. Maintenant on vient seulement pour viser le bord de l'eau, on prend seulement la route. On n'est même pas fait même 5 minutes. Les camions de marchandises peuvent désormais prendre la route pour les corridors concernés. Sur le plateau avec moi, Fouda Gallus, qui est docker, mais qui est surtout le président du syndicat national des transitaires, des transporteurs consignataires et accognés du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. En face de vous, Sylvain Andjongo, qui est journaliste au mensuel Investir au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à Lucrèce, bonsoir. Merci pour l'invitation. Et avec vous, nous allons parler de la situation de la RTC qui est entrée en service au port autonome de Douala depuis le 31 décembre dernier. La RTC qui succède, on va le dire comme ça, à DIT. Alors, Monsieur Fouda Gallus, que se passe-t-il au port depuis l'entrée en service de la RTC? Au fait, tout se passe très très bien. Je vous l'ai toujours dit. Déjà, je veux rappeler aux Camerounais une date. Le 26/12/59 au 26/12/2019. Ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun vont réfléchir. Je crois que lors de mon dernier passage, je vous avais parlé d'une régie. La régie, ça veut dire que les Camerounais eux-mêmes vont travailler dans leur port. Malgré les difficultés que nous rencontrons, les blocages, mais nous avons prévu ces blocages et tout se passe très bien pour le moment. Alors, techniquement, dites-nous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis que la RTC le traitement en conteneur a changé, c'est-à-dire... De quoi peut se prévaloir la RTC depuis qu'elle est entrée en service? Oui, depuis qu'elle est là, parce que le mouvement par heure a augmenté. C'est-à-dire, ceux qui étaient là étaient à 15-16 conteneurs par heure, mais nous sommes pratiquement 18-19
19 conteneurs par heure. Malgré l'état des engins, actuellement, quand je quittais Douala, il y a même une portée qui est en panne. Tout est vieux. Mais avec tout ce mécanisme vieillissant, les Camerounais réussissent à faire ce que je venais de vous dire. Alors, Sylvain Djongo, certaines indiscrétions font état de 1200 conteneurs par jour traités depuis l'arrivée de la RTC. On parle d'un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dès la semaine prochaine, d'un nouveau système d'exploitation d'avis. Est-ce que c'est de bon augure de votre point de vue? Parler de bon augure peut-être, mais on ne peut pas faire fi de toutes les difficultés rencontrées jusqu'ici depuis que la régie a pris fonction, depuis que la régie a remplacé la filiale camerounaise de Bolloré. Oui, parce que si, du point de vue du port autonome de Douala, tout se passe bien, on ne peut pas manquer de souligner tous ces problèmes qu'on a relevés, notamment pour ce qui concerne la transition qui était vraiment houleuse. Vous savez par exemple que le port de Douala a demandé une réquisition du personnel et même du matériel au niveau du terminal à conteneurs, ce qui n'a pas plu à DIT qui a esté en justice et dans un premier temps la justice a donné une décision favorable à DIT en indiquant que Bolloré, par exemple, avait raison de dire que c'était une structure illégale qui avait été créée. Jusqu'ici, on ne sait pas très bien où ira cette affaire parce que le parti s'est pourvu en cassation. Donc l'affaire est encore pendante devant la justice, mais en première instance, si on peut s'exprimer ainsi, on note quand même que jusqu'ici, la justice a suivi les recours introduits par le groupe DIT. Donc, nous n'allons pas commenter ces décisions de justice, étant donné que les procès sont en cours ici au Cameroun et en France. Mais je voudrais qu'on revienne de manière plus précise sur ces actions, ces petits pas de la RTC que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est de bon augure ou pas? Se prononcer tout de suite et dire que c'est de bon augure ou pas, c'est un peu aller, de mon point de vue, aller vite en besogne. Il faut prendre un peu de recul et voir ce que ça va donner. Nous étions la RTC, dont la régie déléguée est entrée en fonction le 2 janvier. Le 2 janvier dernier, ça fait à peine une semaine de fonctionnement. On verra ce que ça donne, parce que des discrétions laissées aussi entendre que même au niveau de la succession, elle n'a pas été facile pour ce qui concerne par exemple le processus de facturation automatique. Donc certains ont accusé certains cadres d'avoir gardé avec eux des codes, par exemple pour la facturation. Donc on ne sait pas très bien jusqu'où on ira dans ce changement, dans cette succession d'opérateurs au niveau du terminal à conteneurs. Alors, M. Fouda-Galus, certains documents en circulation depuis quelques jours, contrairement à vous, semblent dire que le port tourne au ralenti. D'aucuns parlent même de paralysie des activités. Vous qui êtes au port, vous qui êtes docker, dites-nous, que se dit-il, que se passe-t-il de manière véritable de ce côté-là? Oui, madame, je suis très emmerdé par l'homme camerounais. Surtout le noir. Je veux revenir en arrière avant de continuer à répondre à votre question. Quand il y avait la traite des nègres à l'époque, l'esclavage, il y avait des nègres, des esclaves dans les plantations, des esclaves dans les maisons du patron. Quand il fallait que les esclaves des plantations se décident, c'est la maison disait non, moi je ne peux pas partir parce que quand le patron mange, il me donne le miettes. C'est ce qui se passe au Cameroun. Je regrette beaucoup. Je vous dis, je répète. Alors, mon confrère, je vous ai dit, je suis un docker. C'est moi qui manipule le port. Alors, dites-nous concrètement. Je vous ai dit que, monsieur, tout ce que vous dites est archi faux. Il faut. C'est vrai. Je vais aller dans les détails. Ces gens ont su. Nous, on est en préparation depuis 6 mois. Et on les a vus venir. Lors de la transition, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont d'abord saboté le système Oscar, la gestion des conteneurs. Nous avons fait venir Navis. Aujourd'hui, qui a à voir le site de Navis? Navis dit, à Rotterdam, ça fait 2 ans qu'ils formaient les gars, ils ne maîtrisent pas. À Pointe, ça fait 9 mois. Au Cameroun, ça fait 10 heures de temps que les gars réussissent à s'en sortir dans le système. Moi, la question que moi je vous pose, c'est de savoir si oui ou non il y a un ralentissement des activités ou une paralysie. Je dis qu'il n'y a ni ralentissement ni paralysie. Pourquoi? Parce que le conteneur, par exemple, du 2 au 4, nous avons reçu 2 navires. CGM qui a fait 1000 conteneurs. Et MSC Florian a fait 1230 conteneurs, avec un mouvement de 18 à 20 conteneurs. Ça, c'est pratique. Je ne sais pas où ils prennent les informations. Et sur le terrain, je vous appelle jusqu'à ce jour, nous avons déjà manipulé 8 navires. Nous sommes à plus de 7000 conteneurs. La journée d'hier, du 9, on a sorti 467 conteneurs en livraison, ce qui ne se faisait pas avant. Qu'on a vérifié, qu'on laisse ce qu'on raconte là. Je suis venu vous dire que ça marche. Nous venons de commencer. On ne peut pas faire un bilan pour le moment. Mais je vous dis que nous sommes en train de décoller d'une manière forte. Alors, Sylvain Ndjongoy, vous avez également vu ces documents qui circulent dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je dois dire ici que les journalistes ont l'habitude de parler des faits. Les commentaires sont libres. En tant que journaliste, on ne peut pas faire comme si on n'a pas vu ces documents circuler. Hier encore, j'ai vu un communiqué du groupe Bolloré qui, de façon sibylline et même dans l'essence même de ce communiqué, tentait de détourner des clients du port de Douala vers le port de Kribi, en faisant un communiqué selon lequel il y a une régie qui a été créée, le port sera au ralenti, donc pour éviter les désagréments, veuillez désormais passer par le port de Kribi. Certes, le port de Kribi, c'est un port du Cameroun, mais ce n'est pas un bon signal pour les potentiels clients du port de Douala qui manipulent quand même 95% de marchandises qui entrent au Cameroun. Ce n'est pas un bon signal parce que ce n'est pas une bonne publicité qu'on se retrouve avec un port où des gens font la contre-campagne. Que ce soit bien ou pas ce qui est en train de se faire, toujours est-il que ce n'est pas au bénéfice du port de Douala. Et l'autre dire n'est pas être contre le port de Douala, mais c'est de relever ce fait-là et dire que ce n'est pas une bonne publicité. Il faut faire quelque chose pour que les potentiels clients, ceux qui ont envie de venir au port de Douala, ne soient pas chassés, n'aient pas peur de venir par le port de Douala. Donc c'est en cela qu'il faut le relever. Ce n'est pas être contre le port, mais c'est le relever et dire voilà si ce qui se passe, tout n'est pas beau, tout n'est pas noir, mais il y a des choses qui sont en train de se passer et il faut le dire. De votre point de vue, quels sont les avantages sur le plan financier? Vous disiez tantôt qu'on ne peut pas encore faire une évaluation des recettes juste une semaine après le démarrage des activités de la régie du terminal à conteneurs. Mais ce que moi je voudrais savoir, c'est quels sont les avantages sur le plan financier pour un pays comme le nôtre de disposer d'une régie, sachant par exemple que le prestataire doit lui évidemment avoir une marge bénéficiaire lorsqu'il travaille. On avait pris notre cash flow, on a remis aux étrangers. Maintenant, c'est notre cash flow, ça entre dans les caisses de l'État. Ça, je vous le dis, c'est un avantage. Ça entre dans les caisses de l'État. C'est-à-dire, actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous allez payer la manutention, la connaître d'un conteneur, ça entre dans les caisses de l'État. L'État va maîtriser ses entrées et sorties. Ça, c'est un très grand avantage. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? L'État ne maîtrisait pas ce système parce que vous ne pouvez pas avoir des cas et gérer une gare routière. Donc tout se confondait, le stationnement, il déclarait ce qu'il voulait. Maintenant, c'est l'État qui va... Le stationnement, c'est l'État. La manutention, comme paie, c'est l'État. Tout, c'est l'État. Quand même, madame. Ça se chiffre à combien de milliards? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Nous ne sommes qu'à quelques heures de dépenses, mais nous sommes à plus du milliard.
Ça, je vous le confirme. Messieurs, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse et nous continuons de parler de l'entrée en fonction de la régie du terminal à conteneurs. Qu'est-ce que les journaux en ont dit cette semaine? Nous le saurons en écoutant la revue de presse. Vincent Bolloré contre Cyrus Ngor. Le chaos évité au port autonome de Douala, titre l'essentiel, qui retient que la gestion de la régie du terminal à conteneurs est assurée sans heurts. Pour le messager, une affaire de mafia se trame en dessous. Le soir croit savoir les raisons de la démission de Philémon Ahmed Mendo. Le directeur adjoint du groupe Bolloré qui a crié au ras-le-bol et dénoncé les frustrations vécues depuis la mise sur pied des groupements CIMA. L'indépendant voit plutôt un coup de force sur les actifs du DIT. Coup de cœur cette semaine, la saison des vœux ouverte et Cameroun Tribune qui se fait l'écho du la donné par le chef de l'État. Puis la rentrée scolaire, trimestre 2 et ses enjeux dans le sud-ouest. Alors que Mutation s'est longuement intéressé à la grève des universitaires recalés. L'épisode s'est achevé avec la fin de détente, mot d'ordre de grève, levé vendredi dernier. Merci Daniel Menanga pour cette revue de presse. Nous continuons donc de parler de la régie du terminal à conteneurs de Douala. Alors Sylvain Andjongo, de votre point de vue, quels sont les points sur lesquels la RTC doit travailler pour être au même niveau que DIT ou alors aller au-delà et être plus performant? Déjà, il faut un environnement sain autour de l'activité de la nouvelle régie qui souffre quand même, je parlais tantôt d'une mauvaise publicité, avec tous ces procès. On a eu comme l'impression, parce que jusqu'ici, si on regarde tous les recours qui ont été introduits en justice, la justice a suivi à chaque fois ce que DIT demandait. DIT, par exemple, a obtenu la suspension de la procédure d'attribution de ce conteneur et même a obtenu la suspension même de nouvelles adjudicataires. Et c'est comme ça que la RTC est entrée dans le jeu à travers une régie déléguée qui a été créée en décembre dernier. Et se fondant sur l'article 3 alinéa 1 et 2 du décret présidentiel du 24 janvier 2019 portant réorganisation du port. Effectivement, et même jusque-là, la création a été attaquée au niveau de la justice et pour l'instant, la justice a donné raison à DIT. Donc, il est temps, si la RTC veut vraiment être performante, je pense qu'il est très important d'assainir cet environnement-là pour qu'on n'ait plus l'impression qu'on évolue dans l'illégalité. Parce que, disons-nous-le clairement, il n'y a pas de Camerounais qui a plus le monopole du patriotisme. Nous voulons que notre pays engrange plus d'argent parce que l'économie en a besoin, mais il faut faire des choses bien, il faut faire des choses de façon légale, de façon claire, de sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans cette activité-là. Alors, M. Fouda-Galès, à partir de quel moment pourra-t-on considérer que la RTC est un échec ou un succès? À partir de quels critères? Je dis et je répète, s'il faut revenir, c'est un décret présidentiel. Ce n'est pas parce qu'au Cameroun, on s'attaque aux institutions du chef de l'État. Ce qu'on dit là, vous pensez que la justice peut aller contre les intérêts de l'État? Je me pose bien des questions. Vous ne comprenez pas le dossier judiciaire. Moi, je le comprends très bien. Et les Camerounais, nous sommes sûrs. Tout ce qu'on fait comme campagne, ça n'a rien à y voir, ça ne nous gêne pas. Le chien à boire, la caravane passe. Monsieur Fouda, il ne s'agit pas de campagne, il s'agit de faits. C'est-à-dire que, est-ce que ce que je dis concernant les décisions de justice, est-ce que c'est faux? Je veux vous dire une chose. Vous avez parlé, calmez-vous. Je suis calme. Je suis plus pratique que vous. C'est-à-dire, vous avez parlé d'une décision de justice, je vous ai pris... Il y en a 3. J'ai dit qu'il y en a 3, oui. Mais ça n'empêche pas la régie d'État. Parce que la régie... Attendez, monsieur, la régie, c'est l'État. L'autre dire, ce n'est pas mentir. Attendez, la régie, c'est l'État, monsieur Andjongo. Respectez votre État, respectez votre verre jaune. Ce qui se passe ici, ça ne se passe jamais ailleurs. Respectez, même si la justice, respectez votre verre jaune. Il est très important que toi, en tant que monsieur Andjongo, avec ton expérience que tu travailles au Cameroun, je dis bien, je répète,
Madame, il y a beaucoup de décisions de justice. Si je vous montre ce dossier... respecter l'État, il faut également respecter nos invités sur le plateau, M. Foudagalus. On le respecte, mais je lui demande une fois de plus, je respecte tout, mais je lui dis qu'il faut respecter le vert rouge jaune. Il s'agit de vert rouge jaune, toi et moi. Alors, répondez à la question, M. Foudagalus. À partir de quels critères pourra-t-on considérer que la RTC est un échec ou alors est un échec ou est un succès pour le Cameroun? Je pense que si la RTC n'arrive pas à bien travailler pour moi, à démontrer son savoir-faire, ça serait un échec pour notre pays. Parce que là, c'est l'expérience des Camerounais qu'il faut démontrer. Pour moi, c'est ça. Si on n'arrive pas à faire mieux qu'eux, pour moi, c'est un échec. Il faut qu'on démontre que nous avons l'expertise à vendre. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui au port du Douala. Alors, Sylvain Djonga, est-ce cette expérience peut être pérenne, sachant que la régie du terminal à conteneurs a un mandat d'1 an renouvelable? Effectivement, ce serait vraiment très intéressant parce que le port a déjà fait l'expérience de la régie du dragage, par exemple, qui était jusque-là aux mains des étrangers. Et puis, il y a cette expérience de la régie déléguée concernant le terminal à conteneurs. Il y aura certainement des maladies infantiles parce que jusqu'ici, ça avait été géré jusque de 2005 à 2019, ça a été géré par une société, une filiale d'une multinationale étrangère, avec le début de la régie qui est gérée par le Cameroun et qui a un mandat renouvelable. On espère que peut-être qu'ils ont eu suffisamment le temps d'observer comment ça se faisait avec les prédécesseurs. Parce que le défi, c'est également la qualité du service et la fluidité des opérations. Voilà, donc il faut absolument démontrer que ça peut être fait. Et comme je le disais, ça ne commence pas seulement par des slogans de patriotisme, des gens je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a certains Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun, mais non, il faut faire les choses bien, de sorte que, parce que la justice qui rend des décisions, elle est une justice camerounaise, ce sont des Camerounais qui rendent justice. Et si à chaque fois qu'on veut le relever, certains pensent que non, c'est parce qu'on n'aime pas le Cameroun, ce n'est pas vrai. On relève, on dit il faut faire les choses bien. Si la justice estime que ça a été mal fait, je pense qu'il faut corriger, parce que plus tard, ce sera bénéfique pour le Cameroun. Donc il faut faire des choses dans les règles et dans les normes. Oui, et je voudrais, juste pour finir, M. Foudagalus, questionner également ces opérations qui se déroulent au port. La question, ou alors l'épineuse question de la fluidité des opérations. Est-ce que ce n'est pas un défi pour le port? Est-ce que la qualité du service n'est pas un défi pour le port? Est-ce que les ressources humaines ne constituent pas également un défi pour la régie du terminal à conteneurs? Je pense que, madame, avant 2005, il y a le poste des Camerounais. Est-ce qu'il y avait problème? Il n'y avait pas de problème. Je tiens à lui dire qu'il y a de l'expérience. Et ces gens-là ne sont pas venus avec des gens chez eux. Ils ont utilisé les mêmes Camerounais. Et ce sont les mêmes Camerounais qui vont continuer à travailler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est que la RTC n'a pas voulu rejeter ces Camerounais. Il dit, OK, dès était parti, on continue, c'est notre pays, et vous avez votre boulot. Et les gars sont motivés maintenant parce que les conditions de salaire, on a négocié, et les gars se mettent au travail, ils travaillent 24 sur 24 maintenant. Il y a 3 équipes qui travaillent, et nous avons vécu, nous connaissons les rouleaux d'examblement. Je vous ai parlé de la RGS, qui retarde un peu les sorties des conteneurs. Au lieu que le scanner cherche le conteneur, le conteneur que cherche le scanner. Pour scanner un conteneur, on passe 30-40 minutes. Pourquoi? Parce que la RGS a 3 sorties, il n'utilise qu'une seule sortie pour le scanner. Donc, il pouvait scanner 3 conteneurs à la fois. Donc, on a demandé à la RGS, pour la fluidité, il faut le faire. Mais sur le terrain, malgré les engins qui tombent en panne tous les jours, parce qu'il nous a donné vu, on se met au travail, 24 pour voir. Je vous dis, vous pouvez descendre, M. Ndjongo, sur le terrain, venez me trouver à Douala lundi, quand on aille au port, vous allez voir comment les gars travaillent, d'une manière olympique et satisfaisante et professionnelle. Ça, je vous le garantis. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à Christiane Ga et Albert Djemonde qui étaient là juste avant vous. Merci. La presse quitte la scène. Bonsoir.